Chaque printemps, vous les entendez démarrer dans tout le quartier. Les motoculteurs. C'est le son de la saison, tout comme le retour des oiseaux. Vous traînez cette lourde machine hors de la remise, vérifiez l'huile, tirez sur le cordon du démarreur et passez le week-end suivant à lutter avec elle dans la terre. Vous retournez cette parcelle d'herbe ou de mauvaises herbes jusqu'à ce qu'elle ressemble à une ardoise propre. On a l'impression d'un travail honnête. On a l'impression de faire quelque chose de bien. Ça sent la terre fraîche et l'essence. Et pendant environ une semaine, c'est parfait, lisse, sombre et prêt pour la plantation. Mais je veux que vous réfléchissiez à ce qui se passe 3 semaines plus tard. Les mauvaises herbes explosent. Ce ne sont pas juste quelques pissenlits. C'est un tapis de verdure qui semble pousser plus vite que vos légumes ne le pourraient jamais. Et puis en juillet, ce sol meuble que vous avez tant travaillé se transforme en une croûte de terre dure qui se fissure au soleil. L'eau ne fait qu'y ruisseler. Alors vous ressortez le motoculteur ou vous prenez une houe et commencez à trancher. Vous êtes pris dans un cycle de perturbation. Vous labourez, vous plantez, vous désherbez, vous arrosez, et le sol semble vous combattre à chaque étape. Si vous avez l'impression que le jardinage est une bataille, c'est parce qu'on vous a donné un plan de bataille au lieu d'un plan de culture. La plupart d'entre nous ont appris que le sol doit être ameubli par la force. On nous a dit que les plantes ont besoin d'une terre légère que nous créons avec des dents en acier. Mais je veux que vous regardiez la limite de votre propriété. Regardez la lisière du bois ou une vieille rangée de clôtures où personne ne tond ni ne laboure jamais. Allez-y et enfoncez votre main dans le sol sous les feuilles. C'est généralement doux, c'est généralement humide, même quand votre jardin est sec comme un os. Il n'y a pas de machine qui travaille là-bas. Pourtant, les arbres mesurent 25 mètres de haut et les sous-bois sont épais. La nature fait pousser des choses depuis des millions d'années sans motoculteur, et elle ne lutte pas contre l'argile dure. La raison est simple. La nature construit le sol de haut en bas. Les feuilles tombent, l'herbe meurt, les branches tombent. Tout atterrit sur la surface et se décompose. Les vers et les microbes remontent pour le manger et tirent cette matière organique vers le bas. Ils font le labourage pour vous. Ils créent des milliards de minuscules tunnels qui laissent l'air et l'eau circuler dans le sol. Quand nous y passons le motoculteur, nous n'aidons pas. Nous détruisons la maison dans laquelle vivent ces travailleurs. Nous déchiquetons la structure fongique qui retient l'eau. Nous ramenons des milliers de graines de mauvaises herbes dormantes à la lumière, les réveillant et leur offrant un lit frais pour pousser. C'est pourquoi les mauvaises herbes gagnent toujours dans un jardin labouré. Je veux que vous arrêtiez de combattre le sol. Je veux que vous rangiez le motoculteur pour de bon. Nous allons arrêter de traiter le jardin comme un chantier de construction et commencer à le traiter comme le sol d'une forêt. Nous allons construire des planches permanentes qui imitent cette stratification naturelle. Nous n'allons pas creuser vers le bas. Nous allons construire vers le haut. Ce n'est pas une question d'ignorer le travail. C'est une question de concentrer l'effort au début pour ne plus jamais avoir à se casser le dos à retourner la terre. Cela commence par changer votre regard sur le sol sur vos bottes. Nous devons arrêter de penser à travailler la terre et commencer à penser à nourrir le système. Quand je parle de construire un jardin, la plupart des gens pensent immédiatement à une liste de courses. Ils imaginent des piles de bois, des planches de cèdre coûteuses, des coins en acier galvanisé ou des sacs de vis. Ils pensent que bac surélevé signifie une boîte qu'il faut construire. Je veux clarifier cela tout de suite. Une planche permanente n'est pas une boîte. Ce n'est pas un produit qu'on achète au magasin de bricolage. C'est une décision que vous prenez sur la façon dont vous traitez le sol. Vous pouvez construire ces planches sans aucun côté, juste de la terre en butte, et elles fonctionneront tout aussi bien que celles des magazines. La magie n'est pas dans le bois, elle est dans la permanence. Nous devons parler de la raison pour laquelle le sol devient dur en premier lieu. Pourquoi ressentez-vous le besoin de labourer chaque printemps? C'est parce que le sol est compacté. Il est serré et dense. Et la raison principale pour laquelle il devient ainsi est simple. Vous marchez dessus. Chaque fois que vous entrez dans un jardin en rangée traditionnelle pour désherber ou récolter, vous expulsez tout l'air du sol. Vous écrasez ces minuscules tunnels que les vers ont construits. Vous transformez une éponge en brique. Un être humain est une chose lourde.
Et quand vous mettez tout ce poids sur quelques centimètres carrés de talons, vous faites plus de dégâts qu'une saison de sécheresse. Le système de planches permanentes résout ce problème en établissant une loi fondamentale pour votre jardin. Il y a des endroits pour les bottes et des endroits pour les racines, et ils ne se chevauchent jamais. Nous allons tracer des bandes de terre spécifiques qui seront les zones de culture. Celles-ci ne verront plus jamais d'empreintes de pas, sous aucun prétexte. Ensuite, nous traçons les allées entre elles. Ces allées sont pour vous, pour votre brouette et pour vos outils. Vous pouvez piétiner les allées autant que vous le voulez. En fait, compacter les allées est une bonne chose. Cela limite les mauvaises herbes, mais les planches restent une terre sacrée. Une fois cette séparation faite, quelque chose d'incroyable se produit. Comme vous ne marchez pas sur le sol de culture, il ne se compacte jamais. Comme il ne se compacte jamais, vous n'avez jamais à le labourer pour l'ameublir. Il reste meuble. Vous pouvez enfoncer votre main dans une planche permanente établie depuis 5 ans et elle sera souple et grumeleuse jusqu'au coude. Ce n'est pas parce que vous l'avez travaillée, c'est parce que vous l'avez laissée tranquille. Vous avez laissé le gel la soulever en hiver et les racines l'ouvrir en été, et vous n'avez pas défait leur travail en marchant dessus. Cela nécessite un changement de mentalité avant même de déplacer une seule pelletée de terre. Vous devez arrêter de regarder votre jardin comme un grand carré d'espace de plantation potentiel. Vous devez commencer à le voir comme un paysage permanent, presque comme le plan d'une maison. Vous avez vos couloirs et vous avez vos pièces. Vous ne dormez pas dans le couloir et vous ne marchez pas à travers les murs. Quand vous vous engagez dans cette géographie, vous résolvez le problème de structure pour toujours. Vous construisez un habitat qui s'améliore chaque année, car l'architecture du sol est autorisée à mûrir sans interruption. Maintenant, nous allons poser les fondations. La première erreur que les gens commettent ne concerne pas le sol. C'est une question d'emplacement. Vous voulez ces planches aussi près de votre porte de cuisine que possible. Si vous devez marcher 100 mètres pour cueillir une feuille de laitue, vous ne le ferez pas. Vous voulez voir votre jardin pendant que vous buvez votre café du matin. Plus il est proche, mieux vous vous en occuperez. Choisissez un endroit qui reçoit un bon ensoleillement, au moins 6 heures par jour, et marquez vos coins. Restez simple. 75 cm de large est une bonne norme pour une planche, car on peut l'enjamber facilement. 1,20 m est correct si vous avez de longs bras, mais n'allez pas plus large que cela. Vous ne voulez jamais avoir à vous pencher si loin que vous perdez l'équilibre et poser un pied dans la zone de culture. Une fois votre emplacement marqué, n'allez pas chercher une pelle. Ne louez pas de coupe-gazon. Laissez cette herbe exactement là où elle est fait en réalité partie du plan. Nous allons utiliser une technique appelée paillage en plaque ou étouffement. Vous avez besoin de carton, beaucoup de carton. Allez au magasin d'électroménager, au magasin de vélo ou au centre de recyclage. Vous voulez le carton brun ordinaire, pas les boîtes brillantes et glacées avec de l'encre colorée. Retirez tout le ruban adhésif et les étiquettes en plastique. L'adhésif ne se décompose pas et vous le retirerez de vos carottes dans 5 ans si vous le laissez. Prenez ce carton et posez-le directement sur l'herbe ou les mauvaises herbes. Si l'herbe est haute, piétinez-la d'abord pour l'aplatir. Vous créez un rideau occultant. Les plantes ont besoin de lumière pour survivre. Si vous coupez la lumière, elles meurent. C'est aussi simple que cela. Mais vous devez être minutieux. Quand vous posez un morceau de carton, faites chevaucher le suivant d'au moins 15 cm. Si vous laissez ne serait-ce qu'un petit interstice, l'herbe le trouvera. Elle se faufilera à travers cette fissure comme si elle cherchait de l'air. Faites chevaucher généreusement. Après avoir posé le carton, arrosez-le au jet. Vous le voulez humide et lourd pour qu'il épouse les contours du sol et ne s'envole pas au vent. Cette couche de carton humide fait 2 choses. Premièrement, elle élimine la concurrence sans que vous ne leviez le petit doigt. L'herbe en dessous va mourir, pourrir et se transformer en azote pour vos vers. Deuxièmement, c'est une barrière temporaire. Au moment où les racines de vos cultures auront besoin de descendre profondément, ce carton sera assez mou pour qu'elles puissent le percer. Mais pour l'instant, c'est le plancher de votre nouveau système. Vous venez de défricher le terrain sans retourner une seule motte de terre. Maintenant que nous avons notre sol en carton humide, il est temps de construire la maison.
Nous allons imiter environ 50 ans d'accumulation de litière forestière en un seul après-midi. C'est là que la magie de l'éponge opère. Sur ce carton, vous avez besoin de matière organique en vrac. Ce n'est pas encore de la terre, c'est le combustible brut pour votre sol. J'utilise tout ce qui est bon marché ou gratuit dans ma région. Peut-être du vieux foin gâté d'une ferme locale qu'ils ne peuvent pas donner aux animaux. Peut-être une montagne de feuilles d'automne broyées que vous avez gardées. Peut-être de la paille propre. Vous allez empiler cela haut, environ 20 à 25 cm de profondeur, directement sur le carton. On a l'impression que c'est trop. On a l'impression que c'est ridicule. Mais c'est le réservoir qui retiendra l'eau en juillet. Par-dessus cette couche meuble, nous ajoutons le véritable milieu de culture. C'est votre compost mûr. Il vous faut une bonne couche de 10 à 15 cm de ce bon substrat. Si vous avez votre propre tas, utilisez-le. Sinon, c'est le seul endroit où dépenser de l'argent a du sens. Achetez un chargement en vrac auprès d'un paysagiste, pas les petits sacs des grandes surfaces. Les sacs sont trop chers et on n'en a jamais assez. Vous voulez couvrir complètement ce foin ou ces feuilles pour ne plus les voir. Quand vous reculez, cela ressemble à une haute butte de terre sombre. Elle peut faire 30 ou 35 cm de haut à ce stade. Ne marchez pas dessus. Rappelez-vous, c'est une zone d'exclusion pour les pieds. Je veux que vous visualisiez ce qui arrive à cette planche au cours de la saison suivante, car c'est là que le système fait ses preuves. Ce n'est pas statique, ça bouge. Dès la première semaine, vous plantez vos graines ou vos plants directement dans cette couche supérieure de compost. La planche est haute et meuble. À la 4e semaine, la gravité et la pluie ont commencé à la tasser. Cette couche inférieure de foin se comprime, commence à se décomposer et se transforme en un tas de compost à libération lente, juste sous vos plantes. Au 2e mois, vos plantes, disons des tomates ou des poivrons, poussent leurs racines vers le bas. Elles traversent sans effort le compost souple. Puis elles atteignent cette couche de foin en décomposition. C'est crucial. Cette couche de foin est comme une éponge géante. Elle retient l'humidité 10 fois plus longtemps que la terre. Quand la chaleur de l'été frappe en juillet ou août et que vos voisins sont dehors avec des tuyaux tous les soirs pour essayer de garder leurs plantes flétries en vie, vous vérifierez votre sol et constaterez qu'il est encore humide. Vous n'aurez peut-être besoin d'arroser qu'une fois par semaine. Les racines boivent dans le réservoir que vous avez construit au printemps. À la fin de la saison, vers le 6e mois, la planche aura diminué pour atteindre environ 20 cm de haut. C'est un bon signe. Cela signifie que la biologie fonctionne. Les vers sont remontés des profondeurs de la terre, mangeant ce carton, qui est maintenant de la bouillie, et tirant la matière organique vers le bas. Ils mélangent les couches pour vous. Vous n'avez pas retourné une seule motte de terre, mais la structure du sol est meilleure qu'au départ. Vous avez créé un système vivant qui régule sa propre humidité et sa fertilité. Mais nous n'avons pas fini. On ne laisse jamais le sol nu. Dans la nature, un sol nu est une blessure, et la terre soigne les blessures avec des croûtes, que nous appelons mauvaises herbes. Pour arrêter cela, vous couvrez le compost exposé d'une dernière couverture protectrice. J'aime utiliser des copeaux de bois, pas du genre teinté en rouge, mais des copeaux naturels d'élagage dans les allées et une légère couche de paille ou de feuilles hachées autour des plantes elles-mêmes. Cette peau empêche le soleil de cuire la vie bactérienne et empêche le vent de la dessécher. Vous avez construit un écosystème complet, une couche de nutriments, une couche d'éponge retenant l'humidité et un toit protecteur. Maintenant que vos planches sont construites, le gros du travail est effectivement terminé. L'entretien de ce système ne ressemble pas à du labeur. Cela ressemble à du nourrissage. Dans un jardin traditionnel, vous videz constamment le compte bancaire du sol et essayez ensuite de déposer une somme forfaitaire d'engrais chimiques au printemps pour compenser. Dans une planche permanente, nous faisons de petits dépôts chaque fois qu'une récolte sort. Nous appelons cela la méthode de l'appoint. La nature ne creuse pas de trou pour enterrer une feuille qui tombe. Elle la dépose à la surface et la pluie et la biologie entraînent les nutriments vers les racines. Nous faisons la même chose chaque année. Vos planches rétréciront un peu à mesure que les plantes consomment la matière organique. Quand vous récoltez, vous n'avez pas besoin de sortir le motoculteur.
Vous ajoutez simplement 2 ou 3 centimètres de compost frais directement sur le dessus de la planche. C'est tout. Vous nourrissez le sol par le haut, tout comme le fait la forêt. Les vers monteront pour le chercher et la pluie transportera les nutriments vers le bas. Vous ne perturbez jamais la structure que vous avez construite. Vous ne faites qu'ajouter au compte d'épargne. Il y a une habitude spécifique que je veux que vous perdiez, c'est celle d'arracher les plantes par les racines. Quand votre maïs est fini ou que votre brocoli est monté en graines, l'instinct est de tout arracher en secouant la terre de la motte racinaire. Ne le faites pas. Ce système racinaire a foré des milliers de passages à travers le sol. Si vous l'arrachez, vous écrasez ces tunnels. Au lieu de cela, prenez un couteau tranchant ou une paire de cisailles et coupez la plante juste au ras du sol. Laissez les racines en terre. Elles se décomposeront sur place, nourrissant les microbes et laissant des canaux parfaits pour que l'air et l'eau circulent. Vous utilisez l'ancienne culture pour labourer le sol pour la nouvelle. Cela nous amène à la partie la plus gratifiante de ce système, la transition entre les saisons. Dans un jardin labouré traditionnel, le printemps est un moment d'anxiété. Vous attendez que la saison de la boue se termine. Le sol est trop humide pour être labouré, mais vous devez planter vos pois et vos oignons. Vous attendez, et vous manquez votre créneau. Avec les planches permanentes, ce problème disparaît, car les planches sont surélevées et pleines de matière organique. Elles se drainent incroyablement bien, car on ne marche jamais dessus. Elles ne sont jamais boueuses. Vous pouvez sortir dans votre jardin début mars, alors que la parcelle de votre voisin est encore une soupe de boue froide, et vous pouvez planter. Vous n'avez qu'à ratisser le paillis, piquer une graine dans le sol et recouvrir. La saison commence quand vous décidez qu'elle commence, pas quand le motoculteur peut supporter la boue. Cette fiabilité change la façon dont vous planifiez votre année. Vous ne luttez plus contre la météo. Vous travaillez avec un système qui est assez résilient pour y faire face. Quand l'hiver arrive, nous ne partons pas simplement. Nous endormons les planches correctement. Une planche nue en hiver est une planche endommagée au printemps. La pluie lessivera les nutriments et compactera la surface. Ainsi, à la fin de l'automne, après le nettoyage final, nous donnons aux planches une épaisse couverture. Cela pourrait être un semis de culture de couverture ou juste une épaisse couche de feuilles ou de paille. Cette isolation maintient la biologie du sol vivante et éveillée beaucoup plus longtemps pendant la saison froide. Alors que le sol à l'extérieur du jardin est gelé, le sol sous ce paillis est au fait encore dégelé, grouillant de vie, décomposant les nutriments et se préparant pour le dégel printanier. Vous vous reposez et le jardin travaille pour vous. Je veux que vous fassiez une avance rapide dans votre esprit. Je veux que vous regardiez au-delà de cette saison à venir et que vous imaginiez votre jardin dans 3 ou 4 ans. C'est là que le système de planches permanentes se distingue vraiment de la façon dont on vous a probablement appris à cultiver. Dans un jardin labouré, chaque année est l'an 1. Vous remettez l'horloge à zéro, vous remettez la biologie à zéro et vous remettez les mauvaises herbes à zéro chaque printemps. Mais dans un système permanent, le temps est votre partenaire. Vous constituez un capital dans le sol. La première année, vos planches seront bonnes. La deuxième année, elles seront meilleures. Mais d'ici l'an 5, elles sont d'une nature complètement différente. Vous remarquerez que vous n'avez presque plus besoin d'arroser. La matière organique s'est tellement accumulée que le sol agit comme une éponge sombre et riche, retenant la pluie pendant des semaines. Alors que les pelouses de votre rue jaunissent en août, vos tomates resteront hautes et vertes, puisant dans des réserves d'humidité en sécurité dans le sol profond. Vous arrêtez de vous inquiéter à chaque période de sécheresse. Vous arrêtez de traîner des tuyaux tous les soirs. Le système s'est stabilisé et il prend soin de lui-même. Vous remarquerez également quelque chose d'étrange avec les mauvaises herbes. Elles cessent d'apparaître. Cela semble impossible, mais c'est juste de la biologie. Le sol est plein de graines de mauvaises herbes, des millions, qui attendent un flash de lumière pour se réveiller. Quand vous labourez, vous ramenez un nouveau lot de ces graines à la surface chaque année. Vous plantez les mauvaises herbes vous-même. Dans une planche permanente, nous épuisons la banque de graines de mauvaises herbes. Vous gérez les mauvaises herbes de surface pendant la première année ou les 2 premières. Et parce que vous ne creusez jamais pour en faire remonter de nouvelles, le réservoir s'épuise. Le désherbage passe d'une bataille qui dure tout le week-end
à une promenade matinale de 5 minutes avec une tasse de café. Vous ramassez un minuscule pissenlit ici, un brin d'herbe égaré là, et vous avez terminé. Cela apporte un sentiment de paix qu'il est difficile d'expliquer tant qu'on ne l'a pas ressenti. Vous n'êtes plus frénétique. Vous ne vous précipitez plus pour devancer la météo. Vous savez que le jardin est là, stable et prêt, produisant de la nourriture pour votre table avec une fiabilité que l'épicerie ne peut égaler. Il ne s'agit pas de produire 5 tonnes de nourriture ou de devenir un agriculteur commercial. Il s'agit de la confiance tranquille de savoir que vous pouvez franchir votre porte arrière et trouver de quoi dîner, indépendamment de ce qui se passe dans le monde ou l'économie. Il s'agit d'être un producteur, pas seulement un consommateur. Alors, voici mon conseil pour vous dès maintenant. N'allez pas massacrer tout votre jardin. Ne louez pas une machine pour essayer de construire 20 planches ce week-end. C'est ainsi que les gens s'épuisent. C'est ainsi que le jardinage devient une corvée au lieu d'une joie. Je veux que vous commenciez par une planche, une seule. Délimitez un petit espace, peut-être 1,20 m par 2,40 m. Posez votre carton. Empilez votre matière organique. Plantez une culture que vous aimez vraiment manger. Peut-être une rangée de pommes de terre ou une parcelle d'ail ou des pois mange-tout. Concentrez-vous sur ce petit écosystème. Regardez comment le sol change. Regardez comment les vers s'installent. Prouvez-vous le système à une échelle qui ne vous coûte presque rien et très peu de temps. Une fois que vous verrez cette seule planche prospérer alors que le reste du jardin peine, vous n'aurez plus besoin de moi pour vous convaincre de construire la deuxième. Vous le ferez parce que c'est logique. Vous le ferez parce que vous avez arrêté de combattre la nature et avez commencé à la laisser faire le gros du travail pour vous. C'est alors que vous arrêtez de simplement jardiner et que vous commencez à cultiver. Si ce voyage au cœur du sol a changé votre regard sur la terre sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons la sagesse ancienne de la terre que les machines modernes ont tenté d'enterrer. Cultivons un avenir qui travaille avec la nature, pas contre elle. Le prochain secret du jardin sera bientôt partagé.